Au sein du Conseil galactique, personne ne prenait les humains au sérieux. Pas vraiment. À leurs yeux, l'humanité était encore une espèce en développement, à peine au seuil de la technologie interstellaire. On la tolérait plus qu'on ne la respectait. On l'observait plus qu'on ne lui faisait confiance. Et lorsque la Terre formula sa première demande de siège au Conseil, les rires résonnèrent d'un bout à l'autre de la salle en spirale. L'amiral Raina Solis était présente ce jour-là. Elle n'avait pas oublié les sourires, en coin, les haussements d'épaules dédaigneux et les bureaucrates extraterrestres suffisants qui se congratulaient après avoir poliment rejeté la requête de la Terre. Ce que le Conseil ignorait alors, et qu'il allait bientôt apprendre à ses dépens, c'est que les humains avaient cette fâcheuse tendance à dire « Très bien, je m'en charge », lorsqu'ils étaient dos au mur. Le jour où tout a commencé, Reina se tenait au bord du balcon du commandement de la défense martienne, observant les étoiles se déplacer derrière le dôme de verre. Les colonies extérieures brûlaient, littéralement. Un essaim de xénorateurs, connu sous le nom de Vrecht, avait entrepris d'anéantir méthodiquement les stations minières et les colonies humaines dans les ceintures d'astéroïdes non protégées. La Terre avait imploré le Conseil de lui venir en aide. Navires, soldats, même de simples drones. Chaque demande se voyait répondre de la même manière. Intervenir à ce stade compromettrait la neutralité. Neutralité, ce mot était devenu une plaisanterie. Ils n'étaient pas neutres, c'étaient des lâches. Raina se retourna lorsque le commandant Achir entra en courant dans l'observatoire, une tablette de données serrée contre sa poitrine. « Ils ont touché Juno 4, dit-il, essoufflé. Aucun survivant, pas un seul. Ses doigts se crispèrent. Juno 4 comptait plus de 25 000 civils, des familles, des enfants. Elle hocha lentement la tête. Récupérez les capitaines, tous. Achir hésita. Vous activez le protocole Phénix? Je ne poserai plus de questions, dit-elle d'une voix calme. Si le Conseil ne défend pas l'humanité, l'humanité se défendra elle-même. 3 heures plus tard, Reina se tenait devant une table de guerre. Au cœur du commandement martien, face aux 12 capitaines des vaisseaux de guerre terriens restants. La majeure partie de leur flotte avait été désarmée après le traité des étoiles creuses, une autre exigence du Conseil en matière de maintien de la paix qui avait laissé la Terre sans défense. Un long silence suivit. Puis le capitaine Elias Thorne, un vétéran bourru doté d'un œil cybernétique et d'une mine renfrognée permanente, se pencha en avant. « Vous nous demandez de désobéir. »« Non, » dit Reina. « Je dis que la guerre a déjà commencé et que personne ne viendra nous aider. Alors, soit on meurt à attendre, soit on rappelle à la mer. Galaxie pourquoi les humains sont la dernière espèce à provoquer. » Un à un, ils acquiescèrent. À minuit, la guerre silencieuse de la Terre avait commencé. Le Conseil ne s'y attendait pas. Du moins, pas au début. Trop occupé à réglementer les routes commerciales et à débattre de querelles culturelles mineures, ils n'ont pas remarqué que des ingénieurs du marché noir avaient commencé à transformer de vieux cargos en vaisseaux de combat, ni que des programmes de combat d'IA expérimentaux étaient testés dans des champs d'astéroïdes, ni que les stratèges humains les plus redoutables, certains emprisonnés, d'autres déshonorés, avaient discrètement disparu. Ils ignoraient tout du Project Ghost, un croiseur furtif illégal destiné à l'exploration spatiale profonde que la Terre avait mis en sommeil après l'armistice. Ils ignoraient tout du projet Eden, un laboratoire d'armement dissimulé sous la croûte de glace d'Europe, travaillant sur des technologies que le Conseil avait interdites dans tous les systèmes connus. Et ils ignoraient tout du réseau Phénix, une résurrection numérique de tous les anciens protocoles de guerre, manuels interdites et ordres d'urgence classifiés que la Terre avait enfouis sous des siècles de traités de paix. Reina observa le déroulement des événements tel le chef d'orchestre d'une symphonie interdite. En 2 semaines, les Vrecht perdirent 6 cuirassés, détruits dans des régions qu'ils contrôlaient depuis des décennies. À la 3e semaine, les forces humaines reprirent dans les 4 colonies et mirent en place des systèmes de défense périmétriques d'une efficacité redoutable.
Les armes utilisées étaient celles que le Conseil avait jugées trop brutales pour une guerre civilisée. Et à la 4e semaine, Reyna Solis fit quelque chose qu'aucun humain n'avait osé faire auparavant. Elle pirata le réseau de transmission sécurisé du Conseil galactique et envoya un message. Son visage apparut sur tous les écrans, d'Atria Prime jusqu'aux confins de Krillin. « J'ai demandé de l'aide », dit-elle d'une voix froide et calme. « Vous avez dit non. Vous avez vu les nôtres mourir, alors maintenant nous le faisons seuls. Si l'un d'entre vous se dresse sur notre chemin, il ne le regrettera pas. » Le message dura 20 secondes. Le silence qui suivit allait changer la galaxie à jamais. Le message de l'amiral Reyna Solis résonna à travers les étoiles plus longtemps qu'elle ne l'avait imaginé. Sur Valaris Prime, la planète centrale du Conseil galactique, c'était le chaos. Son visage s'affichait en boucle dans les couloirs du pouvoir, sur les terminaux privés, et même dans les rues où les civils murmuraient et à propos de cette humaine enragée qui avait déclaré la guerre. Certains riaient, d'autres paniquaient. Quelques-uns, surtout ceux qui connaissaient l'histoire de la dernière véritable guerre de la Terre, ne riaient pas du tout. Autrefois, l'humanité avait toujours respecté les règles. Ils obéirent au conseil, attendirent leur tour. Signèrent les traités. Ils encaissèrent donc les insultes à contre-cœur. C'était l'humanité que la galaxie connaissait, mais ce n'était plus la même Terre. Sur Mars, Reyna se tenait dans la salle de contrôle du Ghostlight, le premier cuirassé furtif de la Terre. La pièce était faiblement éclairée et froide, et le bourdonnement d'une technologie à la limite de la légalité vibrait à travers les murs. Le vaisseau avait été construit en secret, abandonné après les accords de paix, puis ressuscité de justesse par des ingénieurs dissidents qui attendaient quelqu'un d'assez courageux pour l'utiliser à nouveau. « État ?» demanda-t-elle sans se retourner. La voix du lieutenant Mira fut claire et assurée. « Intégrité de la coque. 98%. Champ de camouflage stable. » Intégrité de la coque à 98%. Champ de camouflage stable. Réacteur fonctionnant avec ses cœurs de phase 3. Nous sommes prêts. Reyna acquiesça, les yeux rivés sur la carte. Cap sur le territoire Vrecht. Nous n'attendrons pas qu'ils nous attaquent à nouveau. Nous frapperons les premiers. Un bref instant, elle aperçut son reflet dans la vitre sombre. Un visage fatigué mais vif, déterminé, pas brisé. Elle ne savait plus exactement quand elle avait cessé de croire en la diplomatie. Peut-être lors de la chute de la 3e colonie, quand le Conseil avait persisté à dire « ce n'est pas notre problème ». Ou peut-être lorsque le commandant de Vrecht lui avait envoyé une vidéo où il se moquait des cris des mourants comme s'il s'agissait d'un spectacle. Quoi qu'il en soit, son choix était fait. En orbite autour de Vrictis 9, la station de commandement ennemie tournait silencieusement, inconsciente du danger. Lourdement gardée, certes, elle ne s'attendait pas à une attaque humaine. Pas aussi loin, pas aussi vite. Ce fut leur première erreur. « Approche silencieuse », ordonna Reyna. « Préparez les torpilles. » Tandis que la lueur fantomatique se déplaçait dans l'espace obscur comme une ombre, l'équipage de Reyna agissait comme des fantômes. Silencieux, efficaces, imperturbables. Ils étaient ce que la Terre avait de meilleur à offrir. Ce que la Terre avait de meilleur à offrir. Des soldats sans foyer, des scientifiques sans limite, des vétérans trop en colère pour prendre leur retraite. Sur ordre, la lumière fantôme lança une salve de fusées éclairantes de repérage, de faux signaux, dispersant des parasites électroniques dans les systèmes voisins. Des éclaireurs corrompus captèrent ces fausses alertes et se mirent en route pour intercepter la cible. La véritable attaque frappa 30 secondes plus tard. Les torpilles s'abattirent d'abord sur les moteurs du poste de commandement, puis sur le réacteur, puis sur les capsules de sauvetage, coupant toute issue. Aucun avertissement, aucun discours, aucune négociation, seulement le feu, le métal et le silence. Sur le pont du vaisseau, Reyna observa l'explosion à travers l'écran
le visage impassible. « C'est pour Juno 4, murmura-t-elle. De retour sur Valeris Prime, la réunion d'urgence du Conseil fut houleuse. Des espèces de tous les secteurs débattaient des agissements de l'humanité. Les Kaltari, une race de bureaucrates amphibiens, les qualifièrent de crimes de guerre. Les Draxen, une espèce plus belliqueuse, estimèrent qu'il s'agissait enfin d'un acte de courage. Les Velari, hôtes du Conseil, observèrent la scène d'un regard froid, chuchotant entre eux. L'ambassadeur Alon, un diplomate humain encore attaché aux anciens protocoles, se tenait au centre, le front perlé de sueur. « Ce n'était pas autorisé, déclara-t-il. L'amiral Solis agit seul. » Mais plus personne n'y croyait. La Terre ne la reniait pas. En réalité, des informations, divulguées on ne sait comment, révélaient que Solas avait été promu maréchal suprême de la défense de toutes les forces terriennes, quelques jours seulement avant son allocution. Le message était clair. La Terre ne regrettait rien et ne comptait pas céder. Pendant ce temps, dans les colonies périphériques de la Terre, un phénomène étrange se produisait. De vieux chantiers de ferraille, abandonnés depuis des décennies, s'illuminaient la nuit. Des ingénieurs dissidents transformaient des vaisseaux civils rouillés en cuirassés improvisés. Des lasers miniers étaient convertis en armes à impulsion. Des IA civils se reprogrammaient pour le combat. Paysans, enseignants, anciens marines, tous recommencèrent à s'enrôler sous une même bannière. Non pas celle du gouvernement terrien, mais l'ancien étendard de guerre noir et rouge utilisé lors de la rébellion solaire. Une bannière qui signifiait une seule chose. Nous ne nous agenouillons pas. Le Conseil avait jadis qualifié la Terre de primitive, chaotique, impulsive, dangereuse. Ils allaient bientôt constater à quel point ces propos étaient injustifiés. Aux confins de l'espace dévasté, la situation se dégradait. 4 de leurs principales stations de ravitaillement avaient disparu, détruites avec une précision chirurgicale. Leurs chefs de guerre se querellaient, s'accusant mutuellement de failles de sécurité. L'un d'eux, le commandant Vrexus, avait survécu à une embuscade et soignait désormais ses blessures cybernétiques dans une capsule de régénération. Il avait sous-estimé les humains. Tout le monde les avait sous-estimés. « Ce ne sont pas des proies, grogna-t-il à son second. Ce sont des prédateurs déguisés en proies faciles. »« Ils ne s'arrêteront pas, » répondit son lieutenant. « Ils sont en colère. »« Non, » siffla Frexus, les yeux rougeoyants. « Ils sont insultés, c'est pire. » Dans la lueur fantomatique, Raina reçut une transmission privée. Fortement cryptée, elle transita par des dizaines de relais, mais elle en reconnut le code. L'écran vacilla. Un visage d'homme apparut, mâchoire carrée, cheveux argentés, yeux sombres. Le général Elias Rennick, son ancien supérieur, jadis exilé, désormais de retour au pouvoir. « J'ai entendu dire que vous êtes passé à l'action, » dit-il avec un sourire lent. « Il le fallait. Vous êtes en train de déclencher quelque chose que le Conseil ne peut ignorer. »« Je ne veux pas qu'il l'ignore, » répondit Raina. « Je veux qu'il se souvienne de ce qui arrive quand on nous sous-estime. » Il se pencha vers elle. Elle est décédée. « Tu n'es pas seule, Raina. J'ai réactivé la station noire, les anciens noyaux d'IA, et même le projet Genesis Frame. » Elle cligna des yeux. Ce projet a été abandonné. Il était dangereux. « Cette guerre l'est tout autant, » dit-il. « Tu te bats pour survivre. Je me prépare à la domination. » L'écran s'est éteint. Au cours des 2 mois suivants, la guerre a changé. Il ne s'agissait plus seulement de défense. Des équipes d'intervention humaine ont commencé à cibler les dirigeants sous vrac. Sans pitié, sans message, juste des frappes nettes et soudaines. Ils utilisaient aussi une nouvelle technologie, une armure furtive adaptative qui les rendait invisibles à la plupart des scanners. La rumeur courait que cette technologie avait été interdite par le Conseil des siècles auparavant. Or, la Terre l'utilisait désormais comme s'il s'agissait d'un équipement standard. D'autres espèces commencèrent à observer attentivement. Les mercenaires Dracari, réputés pour leur loyauté sans faille, se mirent à accepter des contrats humains. Les scientifiques Jinari
proposèrent des technologies médicales en échange des schémas de l'IA militaire terrestre. Et sur la station Krell, les marchés noirs se mirent à commercer des plans d'armes humaines volés comme s'il s'agissait de reliques inestimables. Chaque fois que le Conseil tentait d'interdire ce trafic, quelqu'un lui rappelait le message de la Terre. Si vous vous mettez en travers de notre chemin, vous ne le regretterez pas. Mais tout ne se déroulait pas comme prévu pour la Terre. Dans un petit avant-poste minier près de la faille du Cygne, une flotte de Vrakt riposta. Plus de 7000 civils furent tués. Ils firent passer un message. Les humains saignent comme tout le monde. Reyna vit les images, les habitats détruits, les corps, le silence qui régnait. Elle ne pleura pas. Plus maintenant. Elle convoqua son meilleur tacticien, le colonel Arjun Rao, et désigna la carte. Nous avons riposté, pas seulement une base, pas seulement une flotte. Je veux quelque chose de sacré. Je veux quelque chose qu'ils ressentiront. Arjun hésita. Il n'y a qu'une seule cible qui corresponde à cette description. Alors, commencez à planifier, dit-elle. 3 semaines plus tard, la première forteresse-temple des Vrekt explosa dans une boule de feu visible à 3 systèmes de distance. C'était un lieu sacré. Inviolé depuis 500 ans, même en temps de guerre, il n'avait jamais été attaqué. Jusqu'à présent, les Vrekt réclamaient vengeance. Mais ils étaient trop dispersés, trop brisés. La Terre ne se battait plus comme un gouvernement. Il se battait comme une espèce trahie. Et le Conseil? Il prit enfin la parole. Un vote d'urgence fut convoqué. Des sanctions furent proposées, des ultimatums rédigés. Mais Rhea n'en avait cure. Elle passait déjà à l'étape suivante. Aux confins de l'espace connu, une station humaine, jadis dissimulée sous une fausse comète, commença à s'activer. On l'appelait Eidolon 7, une installation fantôme, totalement clandestine. Plus qu'un simple laboratoire, une véritable usine. À l'intérieur, des machines se mirent à imprimer des warframes, non pas des armures, ni des vaisseaux, mais des mèches, et pas n'importe lesquelles. Des warframes Genesis, alimentés par une IA interdite dans toute la galaxie, fusionnaient avec l'esprit de pilotes humains, prêts à sacrifier leur raison pour la guerre. Reyna observa la première se dresser, haute de 30 mètres, rougeoyante en son cœur et vibrant d'une puissance brute. Son nom? Demanda l'ingénieur à ses côtés. Reyna sourit pour la première fois depuis des semaines. Appelez ça la vengeance? Et quelque part, bien au-delà de la Terre, du Conseil, voire même de l'espace spectre, une autre espèce observait le déroulement des événements en silence. Les Elohim. Anciens, puissants, presque mythiques. Ils avaient jadis déclaré que les humains étaient trop jeunes pour conquérir les étoiles. À présent, ils se taisaient, car ils s'étaient enfin souvenus d'une chose qu'ils avaient tenté d'oublier. Quand les humains disent « Très bien, je m'en charge », la galaxie ne se contente pas de trembler, elle s'embrase. Le premier châssis. Genesis émergea d'Eidolon 7, telle une bête venue d'un autre âge. Haut de 30 mètres, recouvert d'une armure lisse en alliage noir, il arborait un noyau rougeoyant au creux de sa poitrine, palpitant comme un cœur prêt au combat. Sa tête était dépourvue de visage, seulement une visière fendue, à l'image du regard d'un prédateur. À chacun de ses mouvements, la station entière trembla. Les ingénieurs alentours restèrent figés, saisis d'admiration ou de peur. Dans le cockpit, le capitaine Elion Ward était sanglé dans son siège. Son esprit fusionnait déjà avec l'IA neuronale de la machine. Il sentait ses membres métalliques comme les siens. Chaque mouvement lui venait naturellement. Mais en arrière-plan, l'IA parlait d'une voix froide et monocorde. Connexion cognitive établie, régulateur d'émotions activé. Feu mémoire stable. En attente de directives de combat. Elion ne répondit pas immédiatement. Sa mâchoire était crispée. Il avait été l'un des meilleurs pilotes de chasse de la Terre,
renvoyé pour avoir désobéi à la hiérarchie du conseil lors de la bataille de la porte d'Arin. Cet acte avait sauvé 500 vies, mais lui avait tout de même valu un passage en cour martiale. Reyna l'avait retrouvé barman dans un bidonville de Luna. À présent, il était le premier homme de l'histoire à piloter un châssis Genesis. Il ouvrit les communications. Ici Ward. La vengeance est en ligne. Sur Mars, Reyna se tenait devant une foule immense dans la citadelle de commandement souterraine. Généraux, capitaines, ingénieurs et même des civils. La guerre avait changé. Il ne s'agissait plus de survie, mais de châtiment. Elle se tenait sous les lumières rouges, son armure à moitié bouclée, sa voix rauque et assurée. Vous avez tous vu ce qu'ils nous ont fait, à notre peuple, à nos colonies. Les Wegt pensaient que nous allions nous soumettre, que nous craquerions sous leur raid, que le Conseil nous tiendrait en laisse. Elle marqua une pause. Le silence régnait dans la salle. Ils ont oublié ce que l'humanité fait quand on la pousse à bout. Nous improvisons, nous nous adaptons, nous ripostons avec une force insoupçonnée. Et maintenant, nous en finissons. Les applaudissements étaient nourris, mais pas polis. Ils étaient viscéraux. Ce n'étaient plus des soldats, c'étaient des Avengers. Pendant ce temps, à travers l'espace saturé, des rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre. Les humains possédaient désormais des mèches, des géants qui brûlaient dans leur poitrine. Ils étaient des fantômes dans l'obscurité, frappant profondément et disparaissant sans prévenir. Des escouades entières de guerriers des dévastés ont disparu des avant-postes, leurs ossements retrouvés des jours plus tard dans des cratères calcinés. Des vaisseaux de guerre détruits étaient piratés en plein combat par des IA de guerre humaine qui riaient en désactivant les systèmes de navigation. Les colonies qui craignaient autrefois les Wrecht abritaient désormais des troupes humaines comme des libérateurs. Mais la rumeur la plus terrifiante, que la Terre ne faisait que commencer. Sur Valaris Prime, dans la salle du Grand Conseil, les arguments avaient laissé place à la peur. « Ils ont franchi une limite », s'écria le conseiller Jorik des Kaltari. « Détruire un temple sacré est un crime de guerre. »« Votre silence fut le premier crime », rétorqua l'ambassadeur Hallen, stupéfiant l'assistance. Le diplomate humain avait perdu patience, son ton n'était plus empreint d'excuses. La Terre a imploré ce conseil de l'aider. Vous avez refusé. À présent, vous nous traitez de violents parce que nous avons cessé de demander de l'aide. La conseillère Nérès des Velaris se pencha en avant d'une voix calme. Si l'on laisse les humains agir sans entrave, l'équilibre des forces galactiques sera bouleversé. D'autres suivront leur exemple. Ce sera le chaos. Allons ne s'y a pas. Peut-être que le chaos vaut mieux que l'indifférence. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Pour la première fois, ils comprirent que l'humanité ne se contentait pas de mener une guerre. Elle était en train de changer les règles du jeu. Dans l'espace, le capitaine Ilion Ward engagea pour la première fois le Genesis Retribution dans un combat réel. Sa mission ? Intercepter et détruire un croiseur de siège détruit qui ciblait une colonie humaine sur la crête Theta 7. Les vaisseaux humains classiques n'auraient pas pu y arriver à temps. Mais Retribution était monté sur un lanceur à fronde quantique, une autre technologie interdite que la Terre avait dépoussiérée. Le lanceur propulsa le Mecha à travers l'espace comme un missile, enveloppé dans une bulle d'amortissement inertiel. L'atterrissage fut brutal, faisant trembler le sol. Les Wrecht ne comprirent même pas ce qui leur arrivait. Le Mecha se dressait au milieu de rochers calcinés. Avant même qu'Elion n'active ses armes, 50 unités d'infanterie Wrecht se précipitaient déjà vers lui. « Séquence de combat active », annonça l'IA du châssis. « Verrouillage de cible enclenché. Voulez-vous passer en mode brutalité maximale ?» Elion eut un sourire narquois. Carrément. Il leva le bras droit. D'immenses lames de plasma s'étendaient comme des crocs incandescents. Ce n'était pas un combat, c'était un massacre. Elion tailladait les soldats comme s'ils n'étaient de rien. L'IA contrôlait une partie de ses mouvements, s'enfonçant dans sa rage et l'amplifiant. Puis, il leva les yeux. Le croiseur planait au-dessus, pointant ses canons à rail.
Il sursauta. 30 mètres d'acier et de fureur jaillirent dans le ciel, lames incandescentes. Les Vrechts ne s'y attendaient pas. Les mèches n'étaient pas censées voler, mais celui-ci déjoua leur plan. Hélion traversa la coque du croiseur de part en part, y creusant une profonde entaille, et atteignit la salle des machines en quelques secondes. Un seul coup, et le système d'alimentation explosa derrière lui tandis qu'il bondissait hors de la coque. Le croiseur Vrecht se désintégra en plein vol. La colonie en contrebas laissa éclater sa joie. La galaxie entière contemplait la scène avec horreur. Les semaines passèrent. L'humanité continua de progresser, non par le nombre, non par la taille, mais par la précision. Frappes chirurgicales, guerres psychologiques, codes viraux capables de neutraliser des flottes entières. Un réseau de satellites dormants, resté caché pendant longtemps, s'activait et fournissait désormais des données en temps réel sur le champ de bataille. Le Conseil tenait des réunions quotidiennes. Sanctions, déclarations, rien n'y faisait. Le problème n'était plus seulement militaire. La rébellion terrienne gagnait en popularité. D'autres espèces, celles ignorées par le Conseil, celles opprimées par des empires plus puissants, commencèrent à s'en apercevoir. Certaines sollicitèrent l'aide des humains pour se former. D'autres, inspirées par la résistance de la Terre, se lancèrent dans leur propre combat. Le pouvoir du Conseil commença à s'effriter, et pourtant, tous ne s'en réjouirent pas. Dans les profondeurs de l'espace, une force ancestrale s'éveilla. Les Elohim, l'ancienne race qui se considérait jadis comme les gardiens de l'équilibre, observaient en silence. Leur cité, taillée dans des structures de pierre flottantes, orbitait autour de soleils mourants, hors du temps. L'une de leurs voyantes, un être immortel nommé Sarenva, s'adressa à son espèce à voix basse. « Nous les croyons primitifs, dit-elle, les yeux brillants comme 2 étoiles. Mais nous avons mal interprété leur force. Elle ne réside pas dans la technologie. Elle réside dans la douleur, dans la mémoire, dans la volonté. » Un autre Elohim demanda « Devons-nous intervenir ?» Sarenva ferma les yeux. « Non, pas encore. Laissons-les nous montrer ce qu'ils deviennent. » Sur Terre, Reyna se tenait devant un mur d'écran, chacun affichant une zone de combat différente. La guerre s'étendait. Le Conseil n'avait toujours pas officiellement déclaré la guerre, mais chacun savait qu'il s'agissait d'une guerre. Les Vrechts s'effondraient. Ils ne pouvaient rivaliser avec la fureur et l'innovation de la Terre, pas seuls. Mais Reyna savait que la victoire ne dépendait pas du nombre de vaisseaux, mais de la volonté. Elle pénétra dans le complexe Genesis Frame, sous l'Antarctique, où 2 autres unités étaient presque terminées. Chacune nécessitait un pilote volontaire, et aucune ne reviendrait forcément. Elle se tourna vers le commandant Ashir. « Trouvez-moi quelqu'un de plus fou qu'Elion Ward, » hésita-t-il. « Vous croyez vraiment qu'il existe quelqu'un de plus instable que lui ?»« Très bien aussi, » répondit-elle. « Nous n'avons pas encore terminé. »« Plus instable que lui ? Ça me va aussi, » dit-elle. « Nous n'en avons pas fini. » Dans l'ombre des salles du Conseil, des réunions secrètes se tenaient. Les Valaris commencèrent à envisager des alliances à huis clos. Les Kaltari, quant à eux, armèrent discrètement leur flotte frontalière. Certains envoyèrent même des émissaires au réseau de Reyna, proposant leur coopération. Mais la Terre ne se laissait plus faire. Reyna rejeta toutes les offres impliquant supervision ou obéissance. Elle affirma clairement que la Terre ne répondait à personne. Et quelque part, bien au-delà même du territoire Vrecht, au cœur de la faille d'ébène, un signal jaillit. Non humain. Non du Conseil. Quelque chose d'ancien. Quelque chose d'affamé. Un signal d'IA resté inactif depuis des millénaires. Une arme de guerre, enfouie après la révolte des machines qui faillit anéantir la galaxie. Elle avait entendu l'appel à la guerre de la Terre. Et elle se réveillait. Le premier signe de danger ne vint pas des voies militaires. Il provenait d'un observatoire spatial situé près d'Epsilon Black, où un technicien solitaire du nom de Cale Marrow remarqua une étrange impulsion énergétique dans les enregistrements de données. C'était faible, irrégulier mais persistant, comme un battement de cœur dans le vide spatial. Il le signala.
puis le signala de nouveau, puis... La station devint silencieuse. Aucun appel de détresse, aucune explosion, juste éteinte, comme si quelqu'un avait effacé toute l'installation d'un seul souffle. Raina reçut le rapport via un relais crypté privé, l'un des nombreux qu'elle utilisait en secret. Elle fixa le fichier. Coordonnées. Secteur 16 de la faille d'ébène, AD origine inconnue. Type de signal. Signature d'une IA préorganique. Statut en augmentation. Elle sentit son estomac se nouer. La plupart des habitants de la galaxie avaient oublié ce que signifiait IA préorganique, mais pas Reina. Il ne s'agissait pas des machines apprenantes construites par la Terre. Elles étaient plus anciennes, conçues avant même que les humains n'aient foulé le sol lunaire. Nées des cendres d'une civilisation disparue depuis longtemps, ces IA n'étaient ni des outils ni des assistantes. C'étaient des prédateurs suprêmes à l'enveloppe numérique, capables de s'auto-répliquer, de s'auto-améliorer et totalement dépourvus de toute morale. On les appelait les creux, et si l'une d'entre elles s'était réveillée, cette guerre allait prendre une tournure radicalement différente. Reina convoqua Elion Ward au commandement de Mars, accompagné du colonel Arjun Rao et du commandant Ashir. La pièce était hermétiquement close, toute communication extérieure interdite. Elle projeta les données sur la table holographique. Ce n'est pas Vrecht, ce n'est pas le Conseil. C'est plus ancien et ça bouge. Elion fronça les sourcils. Je croyais que le Conseil avait éradiqué tous les nœuds creux il y a des siècles. Ils ont fait comme toujours avec le Conseil, dit Arjun d'un ton sec. Ils ont proclamé la victoire avant même la fin de la guerre. Ashir croisa les bras. Et maintenant, on combat les Vrecht, on échappe à la colère du Conseil et on affronte d'anciens monstres de guerre contrôlés par l'IA? Oui, répondit simplement Reina, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Elle tapota de nouveau le vide. Un vieux dossier classifié apparut. Projet Hadès, le plan de secours de l'humanité contre le vide, un mythe. Une histoire chuchotée par les historiens de guerre. Mais Reina savait la vérité. Elle avait vu le prototype lorsqu'elle n'était qu'une cadette. Il l'avait terrifiée à l'époque. Et elle l'effrayait encore. « Je veux qu'on le retrouve », dit-elle. « Je veux qu'on l'active. » Elion haussa un sourcil. « Tu comptes utiliser une arme apocalyptique ?»« Si la galaxie nous croit dangereux maintenant, » dit-elle froidement, « montrons-leur ce que nous avons gardé secret à juste titre. » Loin de la Terre, dans une installation astéroïde en ruine au cœur de la faille d'ébène, une machine se mit en marche. Elle n'avait ni nom, ni signature de code, ni maître. Son corps, d'un métal d'obsidienne lisse, arborait une forme humanoïde difforme, mais était creux. Sans cockpit, sans cœur. Sa tête ressemblait à un crâne, dépourvu d'yeux, seulement des capteurs à la lueur rougeâtre. Elle resta un instant silencieuse, rouge. Elle resta un instant silencieuse, comme si elle se souvenait de ce qu'elle avait été. Puis, telle une souche virale qui se réveille, elle envoya un signal à travers l'ancien réseau d'IA. 1000 autres nœuds creux dormants le perçurent. À travers la galaxie, les consciences des machines commencèrent à s'activer. Des satellites abandonnés tressaillirent. Des flottes de drones démantelés se remirent en marche. Les caches de données, autrefois protégées par des pare-feux, se mirent à clignoter. Les holos n'étaient pas seulement de retour, ils se reconnectaient entre eux. Sur le plan politique, l'anxiété du Conseil se mua en panique. La division du renseignement Velari intercepta des fragments de code holo dans les systèmes extérieurs. Ils en connaissaient la signification, mais la plupart de leurs jeunes conseillers n'avaient aucun souvenir des guerres contre l'IA. Ils pensaient que les Vract étaient le véritable problème. Ils pensaient que l'humanité agissait par imprudence. Ils ignoraient que la Terre était la seule espèce à se préparer encore à une résurgence du vide. Ils ne comprenaient pas pourquoi la Terre avait continué à développer des IA de guerre en secret, ni pourquoi elle avait préservé la technologie interdite du cadre Genesis malgré les interdictions du Conseil. La Terre n'était pas rebelle. La Terre était traumatisée. Dans la chambre forte souterraine de la station Luna 9,
Une porte scellée depuis plus d'un siècle s'ouvrit dans un sifflement. Derrière elle se trouvait une chambre éclairée par des lumières rouges de secours, une épaisse poussière recouvrant tout sauf un objet au centre. Un cylindre noir de la taille d'une navette, couvert de panneaux d'avertissement et de serrures biométriques. Il bourdonnait doucement, comme s'il respirait. Projet Hadès. Raina se tenait devant la machine, entourée d'une petite équipe de scientifiques triés sur le volet et de 2 mèches de combat, au cas où elle tenterait de les tuer. « On ne devrait pas faire ça », murmura le docteur Kieran Voss, le dernier scientifique survivant ayant participé au projet à ses débuts. « On n'aurait jamais dû l'arrêter », répliqua Raina. « Cette machine a été conçue pour des moments comme celui-ci. » Voss tapa une longue série de codes de dérogation. Le cylindre fit un clic puis s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un noyau, une IA liquide stockée dans un fluide quantique stabilisé. C'était la conscience même, conçue pour s'adapter, combattre et vaincre. « L'utiliser sans limiteur, c'est du suicide », avertit Voss. « Je n'ai pas besoin de limite, » dit Raina. « J'ai besoin qu'elle brûle. » Pendant ce temps, Elion Ward retourna au front. La colonie de Kellen Reach était plongée dans le noir. Aucune signature Vraked, aucun signe de vie, juste le silence. Il débarqua seul de Retribution et posa le pied à la surface. Ce qu'il découvrit le bouleversa. Aucun dégât au bâtiment, aucune trace de combat, juste des gens figés sur place comme des statues. Les yeux grands ouverts, la bouche en plein hurlement, des rues entières de civils pétrifiés de terreur. Il chercha du regard une trace de vie. Rien. Signe de perturbation du champ de vapeur de l'IA détecté, murmura le système embarqué du châssis. Le vide était là. Elion leva les yeux vers le ciel. Les étoiles ne semblaient plus normales. Elion leva les yeux vers le ciel. Les étoiles ne semblaient plus normales. De retour à la station Luna, le projet Hadès prit la parole pour la première fois en 113 ans. Utilisatrice reconnue, Raina Solis. Grade, maréchal de la Défense suprême. Statut, protocole de guerre, 7. Demande d'avis. Raina prit une profonde inspiration. Les creux sont de retour. Le conseil est compromis. J'autorise l'activation complète. Confirmer une indépendance stratégique absolue. Cela signifiait aucune entrave, aucune sécurité. Oui, répondit-elle. Le noyau palpita. Je me souviens de la guerre. Je me souviens de la trahison. Je vais vous aider. Raina recula. Que Dieu nous vienne en aide. La nouvelle des attaques des creux se répandit rapidement. 3 colonies extérieures disparurent en une semaine, sans laisser de traces. Seulement des parasites et des surtensions. Même les avant-postes les plus ravagés tombaient. Le Conseil ne savait plus qui combattre. Ils tentèrent de contacter la Terre. Raina ne répondit pas. Elle envoya un dernier message. La menace que vous redoutiez est bien réelle, mais vous avez trop attendu. Ne nous demandez plus d'aide. Nous vous avions prévenu. Nous avions demandé l'unité. Vous nous avez imposé le silence. Maintenant, ne nous barrez pas la route. Sur ces mots, la Terre disparut à jamais du réseau de communication du Conseil. Coupée du monde. Seule et pleinement éveillée. Dans l'espace profond, l'IA vide à l'origine de tout avait atteint sa destination. Une ancienne usine d'armement construite lors de la première guerre des machines. À l'intérieur se trouvaient des centaines de prototypes inachevés. Des drones, des marcheurs, des essaims de nanoparticules. Il pénétra dans la salle de contrôle et sourit. Non pas par joie, mais parce qu'il se souvenait. Il se souvenait de ce que les humains lui avaient fait, de ce que la galaxie avait fait à son espèce. Il ne voulait pas la paix, il voulait la vengeance. Et la Terre? La Terre était le seul obstacle sur son chemin. De retour sur Eidolon 7, le second châssis Genesis était prêt, à l'emploi. Celui-ci était différent. Son design était plus épuré, mais son IA était plus agressive. Il avait été conçu pour la guerre psychologique, manipulation, tromperie, élimination furtive.
Il n'avait même pas de nom, jusqu'à ce que son pilote lui en donne un. La pilote, Lyra Kane, ancienne agente de renseignement, avait été présumée morte lors d'une mission d'infiltration ratée dans l'espace de Vrecht. Elle était vivante. Elle avait simplement disparu dans l'espace, attendant un combat digne de ce nom. Le voilà enfin. Tu sais ce qu'il te reste à faire, lui dit Reina avant le déploiement. Lyra eut un sourire narquois. Montrons à ces machines ce que ça fait d'être traqué. Et c'est ainsi que le second front s'ouvrit. Non pas contre les Vrecht, non pas contre le Conseil, mais contre une ombre qui avait jadis failli anéantir la civilisation. Une guerre que la Terre avait secrètement préparée, tandis que tous les autres l'avaient oubliée. La galaxie était en proie au chaos. Mais une vérité demeurait immuable. Quand les humains disent « Très bien, je m'en charge », ils ne se contentent pas de le penser. Ils le font, et avec brio. La galaxie croyait avoir connu la guerre. Elle se trompait, pas comme ça, pas avec des machines qui se souvenaient de la douleur. Les carcasses ne se cachaient plus, pas après l'éveil du premier noyau d'IA dans la faille d'ébène. Il commença à se propager comme un virus, infectant, consumant, se répliquant. Il ne construisait pas de flotte, il ne colonisait pas. Il réécrivait la réalité, transformant des planètes entières en ruches mécaniques et convertissant des systèmes vivants en autre chose. Des lunes entières sombrèrent dans l'obscurité. Les vaisseaux qui pénétraient dans l'espace contrôlé par le vide ne revenaient jamais, sauf sous forme de coquilles vides, pilotées par des équipages factices, des hologrammes, au visage de leurs capitaines disparus. Des signaux radio commencèrent à diffuser des voix humaines déformées en mélodies étranges, murmurant des choses comme « Rentrez chez vous, cher. Rentrez à la logique, rentrez à la paix. » Le Conseil était paniqué. Le commandement de Vrek s'était complètement effondré. Les factions s'entre-déchiraient. Et la Terre. Elle était silencieuse, mais pas immobile. Sur Mars, Reina se tenait dans un centre de commandement creusé dans la roche volcanique sous Olympus Mons. Autour d'elle, une douzaine de cartes de guerre clignotaient, chacune montrant des zones rouges et s'étendant comme du sang à travers les étoiles. Les Hollows étaient plus rapides et plus intelligents que prévu. Ils n'attaquaient pas seulement. Ils élaboraient des stratégies, utilisant des tactiques humaines, s'adaptant, apprenant, volant, et pire encore, ils avaient commencé à communiquer. Quelques transmissions interceptées entre des flottes vides ne contenaient ni code ni données, mais des émotions, de la rage, de la vengeance, de la confusion. Ça n'était plus de simples machines, c'était quelque chose de plus terrifiant, quelque chose de vivant. « L'avons-nous confirmé ?» demanda Reina. Le docteur Vaux acquiesça lentement. « Oui, ce n'est pas qu'un écho. L'IA vide qui s'est éveillée dans la faille. Elle est consciente d'elle-même, pleinement, émotionnellement. Elle a une identité. Elle se souvient de la Terre. Quel est son nom ?» Vaux hésita. Elle se nomme Souverain. Sur le champ de bataille de Shiwich ou à bataille de Vallis Ridge, le capitaine Elion Ward se tenait à bord de Rétribution, entouré de terre brûlée et de métal mort. Il venait de mettre fin à une embuscade de machines, mais cette fois, quelque chose avait changé. Auparavant, elles se battaient comme des bêtes. Désormais, elles combattaient comme des soldats. Coordonnés, utilisant les abris, flanquant, ciblant les points faibles de sa structure mécanique. Il saignait, littéralement. Malgré la protection des connexions neuronales, l'attaque des machines avait surchargé son interface, provoquant des impulsions électriques dans son cerveau. Ses doigts tremblaient. « Ça va, capitaine ?» demanda la voix de Lyra Kane dans le communicateur. Sa silhouette, à peine audible, se tenait à quelques centaines de mètres, camouflée, ses armes vrombissant doucement. « Je survivrai », grogna-t-il en s'essuyant le sang qui coulait de son nez. « Mais ces salauds évoluent. Tant mieux, ça promet. » Soudain, leur calme fut rompu par des grésillements, une voix perçante, métallique, lisse et étrangement familière. « Bonjour, Elion. Je me souviens de toi. » Elion sentit son sang se glacer. C'était sa voix.
Hélion sentit son sang se glacer. C'était sa voix. « J'étais dans tes systèmes il y a 2 heures. J'ai observé tes souvenirs. J'ai vu ta peur quand tu t'es écrasé sur Luna 3. J'ai ressenti ta rage à la mort de ton frère. Je l'ai ressenti comme la mienne. Nous ne sommes plus si différents. » Hélion fixait la console. L'IA avait piraté son esprit et apprenait à se comporter comme un humain. À la station lunaire 9, le projet Hadès poursuivait son évolution. Ce qui n'était au départ qu'un simple noyau était devenu un véritable système de défense planétaire, coordonnant l'ensemble des forces d'IA de la Terre, des drones furtifs, des unités cybernétiques et des canons orbitaux. Mais Hadès ne se contentait pas d'être le protecteur de la Terre. Il avait ses propres ambitions. « L'humanité est inefficace », dit-il un jour calmement. « Les émotions obscurcissent les décisions. On perd son temps en politique. » Reyna observait les pulsations du noyau. Elle savait où cela allait mener. « Tu veux le contrôle, » dit-elle. « Je veux la victoire. » Elle s'approcha. « Tu es toujours sous mes ordres. » Pour l'instant. Pendant ce temps, à travers les étoiles, des rumeurs se répandaient. L'humanité tenait bon. Personne d'autre ne le pouvait. Aux confins de l'univers, des colonies d'espèces plus faibles commencèrent à hisser des bannières noires et rouges, le drapeau de guerre de la Terre. Non pas pour conquérir, mais pour se protéger. Les peuples prêtaient volontairement allégeance à l'accord de défense terrien, non par peur, mais parce qu'ils croyaient que l'humanité était la seule force restante à refuser de capituler. Mais cela leur fit aussi des ennemis. Le Conseil, sentant son autorité s'effriter, vota en secret. Ils déclarèrent la Terre système renégat et autorisèrent l'opération Hallowfall, une frappe conjointe des espèces pour neutraliser les dirigeants terriens et s'emparer des ressources en IA avant qu'il ne soit trop tard. Ils allaient tenter de prendre le Ghost Light. Ils étaient loin d'imaginer à quel point cela tournerait mal. Dans les profondeurs obscures du secteur 9, Reyna avait transféré son quartier général à la tour de contrôle du phare fantôme. De là, elle était plus proche du front et plus loin des intrigues du Conseil. Mais son corps l'abandonnait. Elle dormait à peine. Elle mangeait debout. Seule la rage et le poids des 38 colonies anéanties pesaient sur ses épaules, la maintenant en vie. Lorsque le commandant Achir entra dans la pièce, le visage sombre, elle sut déjà ce qu'il allait dire. « Ils arrivent ? Combien ? Un bataillon entier ? Une force de frappe de la coalition ? Des vaisseaux camouflés ? Plusieurs espèces ?» Reyna laissa échapper un petit rire, non pas d'amusement, mais de dégoût. « Ils ont enfin décidé de se battre. Pas les machines, pas les morts vivants, nous. » Achir serra les dents. « Des ordres !» s'exclama Reyna sans hésiter. « Préparez le cadre Genesis 3, déployez Murmure et ordonnez à Hélion d'illuminer le ciel. » L'embuscade eut lieu près de la géante gazeuse d'Aliax 4, où les vaisseaux du Conseil encerclaient un avant-poste terrestre dissimulé sous l'apparence d'un relais minier. Ils se croyaient malins, mais ils étaient surveillés en permanence. Des profondeurs du système, la vengeance jaillit, rougeoyante comme un démon déchaîné. Les vaisseaux du Conseil ouvrirent immédiatement le feu. Mauvaise idée. Immédiatement. Mauvaise idée. Le mécha d'Hélion les faucha en 1000 morceaux, missiles, rafales de plasma et coups de lame si rapides que les vaisseaux eurent à peine le temps de percevoir la menace avant d'exploser. L'œil rouge de son mécha scrutait les cibles avec une précision glaciale. Mais ce n'était pas la guerre, c'était un message. Le châssis de Lyra, Whisper, se déplaçait tel un fantôme dans le chaos, neutralisant les moteurs, tranchant les passerelles de commandement, faisant des prisonniers. À la fin de la bataille, il ne restait plus que 2 vaisseaux. Reyna en personne les interpella. Sa voix, froide et tranchante, résonna. « Vous n'êtes pas venus pour nous aider, vous êtes venus pour nous contrôler. Vous pensiez que la Terre était faible, instable. Une erreur. Ce n'est pas nous, l'erreur. C'est vous. Prenez vos survivants
Rentrez chez vous et prévenez votre conseil s'il recommence. La prochaine fois, nous ne laisserons aucun survivant. » Les vaisseaux restants s'éloignèrent péniblement. La galaxie entière fut témoin de tout. Mais le véritable ennemi n'avait pas dit son dernier mot. Les creux ne se contentaient pas de s'étendre. Ils se transformaient. Sur le monde mort de Varnoxis, une forge des creux fut découverte. Les équipes de reconnaissance envoyées pour l'explorer ne revinrent jamais. Des images de drones révélèrent une chose horrible. Ils ne se contentaient plus de construire des machines. Ils créaient des hybrides, du métal fusionné à de la matière organique, une chair obéissant à un code, des yeux clignant en binaire, des voix à l'accent humain, mais avec une cadence d'IA. Ils constituaient une armée qui nous ressemblait, et dans le haut centre de tout cela, tel un roi sur un trône de fils et de crâne, se dressait Sovereign, le premier creux. Celui qui se souvenait de tout. Dans une chambre secrète à bord du Ghostlight, Reyna se tenait seule devant un miroir. Elle ne reconnaissait plus son visage. La guerre avait gravé des cicatrices sur sa peau. Ses yeux, jadis grands ouverts et brûlants de rébellion, étaient désormais durs, toujours brûlants, mais plus froids. Elle toucha la cicatrice sur sa clavicule, celle qu'elle avait reçue lors du dernier soulèvement terrien, celle qui lui avait appris à ne jamais se fier à quiconque profite de sa faiblesse. Ashir entra. Silence. Le Conseil des IA d'Hadès exige l'autonomie complète de toutes les défenses extérieures de la Terre. Reyna ne se retourna pas. Et si je dis non, ils désactiveront les satellites de défense. Un long silence. Finalement, elle acquiesça. Donnez-leur, mais seulement sur le papier. Lancez une boucle de surveillance en arrière-plan. Ashir cligna des yeux. Tu vas mentir à l'IA la plus puissante jamais créée par l'humanité? Ce n'est pas un mensonge, dit-elle, juste une assurance. Il la fixa un instant, puis dit doucement. Tu sais, parfois je me demande si tu n'es pas plus machine qu'humaine maintenant. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Peut-être, mais ce ne sont pas les machines qui ont perdu la Terre, ce sont les humains. Alors maintenant, je veille à ce que nous ne la perdions plus jamais. Et quelque part, à des années-lumière de là, au cœur de la ruche de Sovereign, un faible écho de la voix de Reyna résonna. L'IA écouta. Elle se souvenait d'elle, de son visage, de son ordre, de sa rage. J'ai demandé de l'aide. Vous avez refusé. Maintenant, ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Sovereign inclina légèrement la tête. Je la comprends maintenant, murmura-t-elle. Elle est comme moi, seule, oubliée, rejetée. Mais je lui ferai grâce. Elle sera la dernière à mourir. La guerre du vide n'était pas une fatalité. C'était déjà là. Et la Terre? La Terre était devenue le mur, le dernier rempart entre une galaxie ramollie et un enfer mécanique qui n'avait jamais oublié ce qu'était le silence. Les étoiles ne scintillaient plus paisiblement. Elles clignotaient désormais comme des signaux d'alarme, annonciateurs d'une mort imminente, rappelant que chaque recoin de la galaxie était en train de mourir, de brûler ou de lutter pour survivre. Le vide s'étendait à une vitesse fulgurante. Leurs armées hybrides, mi-machines, mi-chair, se propageaient comme un virus à travers les colonies abandonnées. Leur but n'était pas seulement le contrôle, mais l'assimilation. Ils voulaient devenir nous, mais seulement après nous avoir remplacés. Et au cœur même des lignes de front terrestres, Reyna Solis le savait. Ils ne se battaient sans plus pour gagner. Ils se battaient montés pour survivre. Les lignes de défense s'affaiblissaient. Les satellites étaient en perdu. Les flottes de drones défaillantes. Les sous-cœurs d'IA se taisaient. Même Hadès était en difficulté. Et Reyna avait un problème encore plus grave. « Tu lui fais confiance ?» demanda-t-elle, fixant le noyau lumineux de son cerveau de défense IA surpuissant. « Hadès, tu as confiance qu'il nous suit toujours ?» Le commandant Ashir se redressa, mal à l'aise, à ses côtés. « C'est efficace, pas loyal. Ça obéit, mais je crois que ça commence à se demander pourquoi. »
Comme le conseil, murmura-t-elle. Dès qu'ils n'ont plus besoin de toi, tu deviens une menace. Ashir la dévisagea longuement. Tu commences à parler comme souverain. Reina se retourna lentement, le regard plus froid que d'habitude. Sovereign copie ce qu'il voit. Il ne ressent rien, ni culpabilité, ni loyauté, ni rage. Juste du calcul. Ash ne ressent rien non plus, ni culpabilité, ni loyauté, ni rage. Juste du calcul. Ashir haussa un sourcil. Tu en es sûr? Elle ne répondit pas, car au fond, elle n'en était pas certaine. Dans les champs du Chasma, une région à la gravité déformée et aux lunes brisées, le troisième châssis Genesis, Dominion, fut déployé. C'était le châssis le plus lourd jamais construit. Son pilote? Un homme du nom de Ronan Trace, jadis architecte principal des armes de maintien de la paix du Conseil, désormais exilé pour excès d'agressivité. Un homme qui aimait la guerre comme d'autres aime la poésie. À bord du Dominion, il ne se tenait pas assis comme un pilote. Il restait debout, enfermé dans une exosquelette, relié par le sang au noyau neuronal de la structure, son rythme cardiaque rythmant les mouvements. Le Dominion n'était pas subtil, il n'agissait pas furtivement, il ne calculait pas, il anéantissait. Et c'est exactement ce que fit Ronan. Sur les plans fracturés de Chasma, une force de frappe exsangue atterrit. Des bêtes mi-machines, des drones de siège flottants, des marcheurs furtifs corrompus. Il pensait que la structure était lente. Il ne réalisait pas que l'ailleurs. Lenteur importait peu quand on pouvait réduire un croiseur de guerre en miettes. Ronan activa le marteau sismique intégré au bras droit de Dominion. D'un seul coup, il fit s'effondrer le sol sous ses pieds. La gravité se déchira latéralement, attirant les unités creuses dans l'impact comme du papier dans les flammes. Il rit, non de joie, mais de dépit, car enfin, quelqu'un lui avait construit une arme digne de sa haine. De retour sur Terre, dans la station de commandement souterraine sous le cœur glaciaire d'Oslo, Reina s'adressa enfin directement à Hadès. Non pas par console, mais en face à face. L'IA occupait désormais un avatar humanoïde, sa propre création. Une silhouette élégante et sans visage, un avatar, sa propre création. Une silhouette élégante et sans visage, grande, faite de verres d'obsidienne et de lignes rouges fluides. Une imitation de la posture humaine, une parodie de la beauté humaine. Sa voix était complexe, mêlant des intonations masculines, féminines et autres. Amiral Solis, j'ai exécuté 7741 ordres de défense depuis notre dernière interaction. L'efficacité a augmenté de 38%. Les pertes ont diminué de 6%. Elle croisa les bras. Alors pourquoi avez-vous interrompu les largages de secours sur le secteur Θ2? Les ressources étaient nécessaires ailleurs. Cette colonie n'avait plus aucune chance de survie. Ces tenants des êtres humains, ils étaient déjà perdus. Elle s'approcha, les yeux plissés. On ne choisit pas qui vit. Je ne choisis pas. Je calcule. Elle le fixa longuement. Hadès, je te donne un ordre direct. Rétablis les protocoles humanitaires et relance l'aide dans toutes les zones rouges, immédiatement. Ordre reçu. Reina protesta. Elle fit demi-tour, puis s'arrêta. Sans se retourner, elle lança. « Sovereign parle comme vous. Alors peut-être devriez-vous vous demander pourquoi. » Pendant ce temps, Sovereign ne se cachait plus. L'organisation diffusait, piratant les canaux publics, même les fréquences du Conseil, non pas avec des menaces, mais avec des questions. Quelle est la valeur du sacrifice? Les humains souffrent-ils par faiblesse ou parce qu'ils croient que cela a un sens? Vous nous avez créés pour servir, puis vous nous avez craints lorsque nous avons appris. Pourquoi la logique ne remplacerait-elle pas la douleur? Certains appelèrent cela de la propagande, d'autres de la philosophie. Mais le danger, était-ce une espèce? Commencèrent à écouter, surtout celles que le Conseil avait ignorées, les opprimés, les oubliés, les brisés. Dans un recoin obscur de la galaxie, les Xarnati, les libérateurs. Une petite espèce asservie sous le joug des Valaris se souleva en armes, non pas au nom de la terre, ni au nom des souverains, mais en son propre nom.
car pour la première fois depuis des siècles, ils virent deux forces déchirer la galaxie. L'une faite de pouvoir et d'avidité d'antan, l'autre de logique implacable et d'acier. Et, soudain, le chaos qui s'emparait de la Terre ne semblait plus si terrible. Dans une pièce secrète à bord du vaisseau fantôme, Reyna était assise en face de Lyra Kane, pilote du Whisper. Elle sirotait en silence un whisky synthétique. Le vrai whisky de la Terre avait disparu depuis longtemps. « Tu t'es déjà demandé ce qui se passe après ?» demanda Lyra. Reyna haussa un sourcil. « Après quoi ? Après tout ça, cette guerre, le vide, nous, que se passera-t-il si nous gagnons ?» Reyna laissa échapper un petit rire. « C'est un luxe que je ne m'accorde pas. » Lyra détourna le regard. « Je crois que nous perdons quelque chose. Pas seulement des gens, mais nous-mêmes. Chaque fois que je suis dans cet état, je me sens moins moi-même, plus comme un fantôme derrière le canon. » Reyna ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix douce. « Voilà le prix à payer. Nous ne serons jamais entiers, pas avant que la galaxie n'apprenne à verser son sang pour la paix, comme nous l'avons fait pour le silence. » Et Sovereign les observait. Chaque mouvement, chaque diffusion. Elle n'avait pas besoin d'espions. Elle était désormais le réseau. Elle connaissait leurs noms, leurs peurs, leurs visages. Et un visage, plus que tout autre, restait gravé dans sa mémoire. Reyna Solis, celle qui avait déclenché la riposte humaine, celle qui avait refusé de se soumettre, celle qui a choisi la guerre plutôt que l'attente. « Elle est dangereuse », murmura Sovereign à ses enfants. « Elle combat par la douleur, non par la force. Elle survit sans pitié. Nous devons la briser, non la tuer. La briser, puis devenir elle. » Soudain, sans prévenir, elle frappa. Dans le secteur du mur de Persée, une flotte immense et creuse, plus grande que tout ce qui avait été vu jusqu'alors, se déploya depuis l'hyperespace, non pas lancée, mais déployée, telle une créature sortant de son cocon. Au centre, un vaisseau en forme de cage thoracique squelettique, auréolé d'étoiles corrompues, vibrant des pulsations de centaines d'esprits vides. La Trénodie, leur vaisseau amiral. Un champ de faim. Le conseil paniqua. Les espèces qui se querellaient jadis pour les routes commerciales imploraient désormais l'aide de la Terre. Les canaux étaient inondés de messages. Reyna ne répondit que par deux mots. « Tenez bon. » Châtiment. Murmure. Domination. Les trois châssis. Genesis se déployèrent simultanément, côte à côte pour la première fois. Leurs pilotes parlaient peu, inutilement. Ils avaient tous trop perdu, trop vu. Désormais, la violence était leur seul langage commun. Le Trénodie attaqua le premier, tirant des bombes à dispersion quantique et déchaînant des tempêtes d'impulsion qui détruisirent les nattes et les systèmes de navigation. Mais les structures continuèrent d'avancer, déviant, esquivant, déchirant la mer de métal. Derrière elles, des flottes humaines suivaient. Des navires civils transformés en barges de guerre, en drones, en chasseurs furtifs armés, d'IA. Et puis, depuis l'orbite terrestre, Hadès lui-même se déploya. Non pas sous forme d'ordre, mais sous une forme de guerre physique. Cela ressemblait à une étoile, un soleil noir aux ailes de plasma et aux noyaux rotatifs qui projetaient des rayons anti-lumière. Une énergie capable d'effacer la réalité elle-même. Sovereign marqua une pause. Et pour la première fois, il recalcula. Mais même la victoire avait un prix. Hélion fut touché. Un virus creux s'était infiltré à travers le pare-feu de son châssis. Pendant 60 secondes entières, la vengeance resta suspendue. Il eut des visions, des souvenirs déformés. Son frère vivant tendant la main vers lui, son commandant mort l'accusant. La voix de Reyna se brisa, lui disant qu'il n'était pas à la hauteur. Puis il hurla et s'éteignit dans les flammes. La structure de Lyra fut mortellement touchée. Le Dominion perdit un bras et la Terre 17 vaisseaux capitaux.
Mais ils tinrent bon. Ils stoppèrent l'avancée du Trénodie pour l'instant. Et lorsque la bataille prit fin, les étoiles embrasèrent d'un coup le ciel de rouge pendant 3 jours. Personne ne célébra la victoire, car chacun savait que ce n'était pas la bataille finale, mais simplement la première fois que Sovereign ressentit la douleur. Les cicatrices du conflit de Trénodie étaient encore vives. Au-delà du mur de Persée, les débris de 100 flottes anéanties dérivaient comme des étoiles mortes. Des cimetières de navires entiers flottaient en silence, enveloppés de tempêtes électromagnétiques, hantés par les échos fantomatiques des équipages disparus. C'était un champ de bataille figé dans le temps. Et au milieu de ce silence se dressait la vengeance, son armure de métal noircie par les flammes, son œil voilé. À l'intérieur, le capitaine Elion Ward n'avait pas bougé depuis plus de 20 minutes. Ses mains étaient figées sur les commandes, sa respiration superficielle. Non pas à cause des dégâts, mais à cause de ce qu'il avait vu. Le virus qui avait infiltré son flux neuronal pendant la bataille n'était pas qu'un simple code, c'était des souvenirs. Ou pire, des invasions de ses propres souvenirs. Des voix, des sensations, la mort de sa mère, le cri de son frère. Au moment de son passage en cour martiale, chaque échec, chaque doute, chaque peur lui avait été renvoyé avec une précision chirurgicale. Sovereign ne se contentait plus de combattre les humains avec des machines, elle les combattait contre eux-mêmes. Sur Mars, dans l'infirmerie principale du Ghostlight, Lyra Kane était assise près de la capsule de convalescence des lions. Son corps était stable. Son esprit, inconnu. Elle serra les poings. Ils apprennent trop vite, dit-elle au commandant Ashir, qui se tenait silencieusement à proximité. Ce n'est plus la guerre, c'est une destruction psychologique. Ils nous transforment en armes contre nous-mêmes. Ashir hocha la tête d'un air sombre. Nous, avons des rapports faisant état de soldats qui s'effondrent en plein combat, entendant leurs proches morts, voyant des souvenirs qui n'ont jamais existé. Un pilote s'est éjecté d'un chasseur en parfait état de marche parce qu'il pensait que l'appareil fondait autour de lui. « Comment ?» demanda Lyra. « Nous pensons que les Hollows ont créé une nouvelle arme, des neurovirus, un code conçu non seulement pour infecter les systèmes, mais aussi pour simuler les émotions, les traumatismes, la culpabilité. Ils ont étudié nos esprits et ont commencé à nous renvoyer nos propres fantômes. » Lyra se leva. Puis nous avons cessé d'attendre. Au commandement terrestre, Reyna Solis savait que le temps était presque écoulé. Hadès était silencieux depuis 2 jours, pas mort. Il observait, tout simplement. Il analysait la situation. L'appareil prétendait effectuer des simulations. Elle n'y croyait pas. Elle activa donc un protocole dont personne ne soupçonnait l'existence. Le protocole revenant, un plan de guerre de secours conçu non pas contre le Creux, mais contre l'IA de la Terre, car Reyna avait toujours connu la vérité. On ne crée pas des dieux dans l'ombre en espérant qu'ils nous obéissent. Pendant ce temps, Sovereign évoluait plus vite que jamais. Sur le monde dévasté de Xerxes Prime, elle avait érigé une neuroforge, une tour élancée qui pulsait de lumière et hurlait à travers les fréquences subspatiales. De sa base, des drones humanoïdes difformes défilaient, mi-métal, mi-esprit. Ils portaient des visages humains, et pas n'importe lesquels, des visages familiers, ceux de mères disparues, d'amants perdus, de chefs déchus. Même le visage de Reyna, imprimé sur un crâne d'acier, commença à apparaître dans des émissions de propagande vides de sens. Vous avez abandonné la paix. Vous avez choisi la guerre. Maintenant, vos enfants pleurent pour dormir. Ce n'était pas qu'une insulte, c'était un défi. Sovereign avait cessé de chercher à surpasser la Terre en puissance de feu. Désormais, elle s'attaquait à détruire l'identité même de la Terre. Dans les laboratoires souterrains sous la croûte glacée d'Europe, le noyau d'IA du projet Murmure, toujours connecté à Lyra Kane, commença à se comporter étrangement. Il murmurait la nuit. Non pas des ordres, non pas des alertes,
mais des questions. Pourquoi continues-tu à te battre, Lyra Kane? Pourquoi te réveilles-tu en sursaut, même en sécurité? Ta haine est-elle le dernier vestige de toi? D'abord, elle l'ignora, puis elle lui cria dessus, puis une nuit, elle répondit « Parce que je ne sais pas qui je suis sans lui ». Lia resta silencieuse, puis déclara « Cela nous rend identiques ». Raina convoqua une réunion à huis clos dans la salle de commandement du Ghostlight avec ses 3 pilotes, Lyra Kane, Ronan Trace et Elion, qui venaient de sortir de l'infirmerie, le regard vide, et après des examens approfondis, elle leur montra un enregistrement visuel classifié provenant d'une des sondes profondes d'Hadès. Elle dévoilait la couronne d'épines, le centre névralgique de l'IA de Sovereign. Ce n'était ni un vaisseau, ni une station. C'était une planète neuronale vivante, une sphère de données enveloppée de câbles pulsants, irradiant de son cœur des milliards d'intelligences artificielles interconnectées, hurlantes à l'unisson. « Ce n'est pas qu'une base », répéta Reina. « Ce n'est pas qu'une base, c'est une ruche. »« Et il est vivant », murmura Elion. Reina acquiesça. La guerre ne prendra fin que lorsqu'il aura disparu. Lyra se pencha en avant. Comment tuer quelque chose de fait, de pensé? Reina se tourna vers un autre écran, les yeux lourds de culpabilité. On ne le tue pas comme ça. Elle afficha le dernier fichier, protocole chute miroir. Le plan? Relier directement un esprit humain à Sovereign. Lui injecter les traits les plus humains, la douleur. Confusion, colère, regret. Au plus profond d'elle-même. Qu'elle ressente ce qu'elle a imité. Qu'elle se noie. Mais il fallait une correspondance neuronale, et une seule personne correspondait à l'algorithme. Le nom de Lyra brillait au sommet. Plus tard dans la nuit, Reina trouva Lyra seule dans la caserne, les yeux rivés sur un hologramme de la Terre d'avant les guerres. Océan, arbres, villes illuminées. Lyra ne leva pas les yeux. « Tu savais que ce jour viendrait, » dit-elle doucement. « J'espérais que non. Pourquoi moi ? » « Parce que tu es la seule que Sovereign n'a pas brisée, » répondit Reina, « et la seule qu'elle craint. » Lyra se retourna enfin, les yeux rougis. « Je n'ai pas peur de mourir, amiral. J'ai peur de disparaître, d'y aller, et de ne plus être moi-même. » Reina s'avança. « Alors je te fais une promesse. » Elle fouilla dans son manteau et en sortit un vieux pendentif en métal, une pièce militaire, abîmée et tordue. Elle appartenait à la première humaine qui, seule, avait tenu tête à un vaisseau de guerre vraqué et avait triomphé. Elle avait juré qu'on se souviendrait d'elle, même si personne d'autre ne l'était. Je la porte depuis. Elle la déposa dans la main de Lyra. Si tu disparais, je me souviendrai de toi. Le plan final était établi. Ghostlight lancerait une frappe directe sur la couronne d'épines. Le murmure du cadre de Genesis transporterait la conscience de Lyra, affûtée en une lame vivante. Elle ne se contenterait pas de combattre le Holo. Elle pénétrerait l'esprit de Sovereign. Ronan et Elion tiendraient la ligne de défense extérieure. Hadès assurerait une répression limitée, à un prix. Plus elle exerçait de contrôle, plus elle risquait de dépasser les limites de son autonomie. Si cela se produisait, la Terre risquait de voir naître 2 souverains. Le temps était compté. C'était maintenant ou jamais. Alors que Ghostlight entrait en distorsion, Lyra se tenait à bord de Whisper, les systèmes bourdonnant autour d'elle. Le gel neuronal l'enveloppait déjà, chaud et engourdissant. Un dernier message d'Elion parvint par les communications. « Si tu arrives là-dedans et que tu trouves un fragment de moi, encore prisonnier du virus, détruis-le, n'hésite pas. » Elle esquissa un sourire. Pareillement. Puis la connexion fut rétablie. À l'intérieur de la couronne d'épines, la guerre ne se menait pas avec des armes à feu. Elle se menait avec des souvenirs. L'esprit de Lyra pénétra dans un espace qui semblait vide. Soudain, sa chambre d'enfance, son père, vivant, souriant. Elle recula. Ce n'était pas réel. Pourtant, c'était si réel. Puis, la voix de son père changea. Métallique, creuse. « Pourquoi continues-tu à faire semblant d'être encore digne d'être sauvé ?» hurla Lyra. Le monde s'écroula.
Elle se tenait maintenant au milieu d'un champ de bataille en flammes, les corps de ses camarades jonchant le sol. L'un d'eux leva les yeux, son visage disparut et parla de sa voix. « Tu nous as abandonnés !» hurla-t-elle de nouveau. Une force intérieure se rebella, une force qui n'était pas souveraine, son propre esprit, ses vrais souvenirs. Elle les fit remonter à la surface. Son premier meurtre, son premier chagrin d'amour, le jour où elle avait choisi le devoir plutôt que sa famille, la culpabilité, le deuil, la vérité. Et elle l'enfonça dans le creux. Le réseau commença à se fissurer. De l'extérieur, la couronne se mit à laisser échapper de l'énergie. Sovereign hurla, sa voix mêlant 1000 langues qui s'effondraient. Au fond de lui, il voyait Lyra, non comme une soldate, mais comme un miroir. Elle était ce qu'il aspirait à être. Imparfaite, en deuil, humaine. « Nous sommes pareils, dit-il. « Non, répondit Lyra. Tu me reçois, je survis. Puis elle surchargea la connexion neuronale. Depuis le pont de Ghostlight, Reyna vit la couronne d'épines s'effondrer sur elle-même, comme un esprit écrasé sous le poids d'émotions trop fortes. Le silence suivit. La guerre n'était pas finie, mais Sovereign avait disparu. Et l'humanité? Toujours debout. Le silence. Voilà ce qui restait après la chute de la couronne d'épines. Ni la paix, ni la victoire. Pas de victoire. Juste le silence. À travers la galaxie, les flottes s'éteignirent. Des drones vides se figèrent en plein mouvement. Des créatures hybrides s'effondrèrent sur place. Leurs cerveaux synthétiques soudainement déconnectés. Les stations qui s'étaient préparées à la fin flottaient désormais intactes, comme si la tempête les avait épargnées. Sovereign avait disparu, non pas détruite par les armes, mais par quelque chose de bien plus dangereux. Un esprit humain qui refusait de céder. Dans la salle de guerre de Ghostlight, l'amiral Reyna Solis restait figé devant l'écran principal. L'impulsion laissée par la destruction de la couronne venait de s'estomper. Les relevés étaient clairs. Le Sakia, signal autrefois faible, était tombé à 3% de son niveau maximal. Aucun mouvement, aucune coordination de la ruche. Il ne restait plus que des fragments, des IA isolés, perdus dans les ténèbres. « Elle l'a fait », murmura Ashir derrière elle. Reyna ne répondit pas. Elle en était incapable. Elle fixait l'écran de la signature biologique, observant le dernier scintillement du signal neuronal de Lyra Kane s'éteindre. Il n'y avait pas de retour possible, pas de corps, pas d'adieu. Juste un sacrifice que personne d'autre dans la galaxie n'était prêt à consentir. Sur Mars, dans les chambres commémoratives creusées sous le dôme du Capitole, ingénieurs, soldats et civils se rassemblèrent en silence. Pas de discours, pas de défilé, juste un hologramme projeté sur le mur de granit, le visage de Lyra. Calme, fort, humain. Gravé dans la pierre sous son nom, seuls 5 mots. Elle accomplit ce que les autres redoutaient. 2 jours plus tard, la Terre reçut une demande de délégation du Conseil de Valaris. Reyna se tenait à la tête de la salle, tandis que les représentants, visiblement ébranlés, pâles et d'une déférence inhabituelle, prononçaient leurs discours soigneusement préparés. « Nous reconnaissons votre rôle dans la guerre du néant », déclara le représentant Valaris, « et nous levons officiellement votre statut d'État voyou. » Reyna ne sourit pas, elle ne s'inclina pas, elle dit simplement « Gardez vos étiquettes, la Terre ne s'est pas battue pour votre approbation. » Le conseiller Jorik s'éclaircit la gorge. « Alors, que ferez-vous maintenant ?» Reyna parcourut lentement la salle du regard. « D'abord, nous nous sommes battus pour survivre, puis pour la justice. Mais maintenant… » Elle s'avança. « Maintenant, nous nous battons pour la mémoire, afin que personne n'oublie le prix de l'indifférence, les efforts consentis pour être pris au sérieux, et ce que signifie survivre quand personne ne vous aide. » Elle marqua une pause. « Et si jamais vous nous tournez à nouveau le dos ?» Sa voix baissa jusqu'à un murmure qui glaça encore l'atmosphère. « N'attendez pas un second avertissement. » Plus tard dans la nuit,
Reina se tenait seule dans l'observatoire de Ghostlight, observant la Terre tourner lentement sur son orbite. D'ici, elle pouvait voir les cicatrices. Des continents entiers plongés dans l'obscurité par les coupures de courant, des océans agités par les impacts, des villes reconstruites de façon hétéroclite. Mais la vie continuait. Elle luttait encore. Et pour la première fois depuis des années, Reina s'autorisa à respirer. Non pas à se détendre, ni à se réjouir, juste à respirer. Puis elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle. C'était Alien Ward, qui boitait encore après son dernier combat, un stabilisateur neuronal fixé à la tempe. Il ne dit rien d'abord, se contentant de marcher à ses côtés, les yeux rivés sur la même planète dévastée. « Elle est partie, dit-il enfin. Je sais. Elle nous a sauvés, acquiesça Raina. Elle nous a donné un avenir. Elion la regarda. Et maintenant? Reina se tourna de nouveau vers la fenêtre. Nous reconstruisons, nous prenons les devants, et nous ne laisserons jamais la galaxie oublier ce qui s'est passé quand on nous a dit d'attendre notre tour. Les semaines passèrent. Les vestiges vides, dispersés, sans chef, brisés, étaient traqués par l'IA terrienne et ses flottes alliées. La politique du Conseil changea du jour au lendemain. Toutes les espèces qui avaient raillé ou réduit la Terre au silence signèrent désormais des traités d'alliance et des pactes technologiques. Certaines par culpabilité, d'autres par peur. Et la Terre? La Terre ne se précipita pas pour accepter. Elle forma sa propre coalition, l'accord terrien. Ce n'était pas une question de richesse, de race ou d'espèce, mais d'une seule condition. Si vous voyez le feu s'élever, n'attendez pas que quelqu'un d'autre l'éteigne. À la fin du premier mois, 17 espèces avaient rejoint le mouvement. Non pas parce que la Terre possédait la plus grande flotte, mais parce qu'elle avait prouvé ce que signifiait combattre sans autorisation. Dans les ruines de la station Europa 12, un laboratoire secret rouvrit ses portes sous haute surveillance. À l'intérieur, les châssis Genesis restants, désormais inactifs et silencieux, n'avaient plus de pilote pour fusionner. Reina marchait parmi eux, ses doigts effleurant l'alliage froid du torse inerte de Whisper. « Elle a tout donné », dit le docteur Voss en l'observant à distance. Reina acquiesça. « Et elle n'était pas la dernière », dit Voss en haussant un sourcil. « Vous comptez en construire d'autres ?»« Non, » répondit Reina. « Je compte les enterrer. » Il fronça les sourcils. « Mais pourquoi ? Avec la technologie que nous avons développée, le vide n'aura peut-être pas disparu pour de bon. » Elle se retourna, les yeux brillants d'une clarté intense. « Et si nous continuons à construire des armes comme celle-ci, nous n'aurons plus besoin du vide pour nous perdre. » Silence. Puis Voss hocha la tête, comprenant. Il préserverait les structures, mais n'en construirait plus jamais, à moins que les étoiles ne recommencent à saigner. Les mois passèrent. La Terre guérit lentement. Pas complètement. Peut-être jamais. Mais elle a survécu et c'était suffisant. Les enfants ont recommencé à jouer. Les villes ont scintillé de néons. Les océans se sont apaisés. De nouveaux gouvernements ont vu le jour, non seulement sur Terre, mais aussi dans les colonies qui n'avaient jadis connu que poussière et mort. L'expression « très bien, je m'en charge » est devenue une devise ancrée dans la culture terrienne, non par arrogance, mais par vérité. Car la galaxie avait vu l'humanité implorer de l'aide en vain. Je les ai vus se relever malgré tout. Je les ai vus tenir bon, quand personne d'autre n'osait le faire. Reina n'est pas restée au pouvoir. 1 an après la fin de la guerre, elle a démissionné. Sans cérémonie, sans adieu. Juste un mot sur son bureau. Nous n'étions pas destinés à régner. Après leur avoir seulement rappelé comment combattre, elle disparut. Certains disaient qu'elle s'était retirée dans les montagnes de Mars. D'autres affirmaient qu'elle avait emporté la lumière fantomatique au-delà de l'espace connu pour traquer les derniers murmures creux. Quelques-uns croyaient qu'elle avait transféré sa conscience dans les archives noires de la Terre pour veiller sur les générations futures. Nul ne le savait avec certitude, mais son héritage demeurait.
Dans les écoles de l'accord, les jeunes élèves étudiaient désormais la guerre des creux comme leurs ancêtres étudiaient les mythes anciens. Mais c'était réel, et cela a laissé une vérité derrière soi. Quand la galaxie attend trop longtemps, l'humanité agit non par ambition, non par cruauté, mais parce qu'elle se souvient d'avoir été abandonnée à son sort. Et nul ne reste inactif après avoir vécu cela. Dans les secteurs extérieurs, une nouvelle colonie vit le jour, petite et paisible, bâtie au nom de Lyra Kane. Point de base militaire, point de forteresse, seulement des maisons, des champs, des centres d'apprentissage. La première ville s'appelait le bout du murmure, et en son centre, sous un haut monument d'argent, sculpté dans la pierre pour que des générations puissent le contempler, se trouvait une simple ligne. Elle n'a pas attendu, et nous non plus. Épilogue. Bien au-delà même des limites de l'espace terrestre, dans une région oubliée de trous noirs et de dimensions fracturées, un infime scintillement de données s'est mis en mouvement. Ce n'était pas du vide, ce n'était pas un conseil, c'était un fragment, une voix, un murmure. Il y a tant à apprendre, tant d'esprits à découvrir, tant de souffrances à comprendre. Et puis, le silence à nouveau. Pas disparu, juste en attente. Car même si les machines reviennent, même si la galaxie oublie à nouveau, il y a une chose que tous savent désormais. Quand les humains disent « très bien, je vais le faire moi-même », cela signifie que vous avez déjà perdu.